Bernard, je dis Bernard et pas Bernard Damien. Tout le Non, monde quand même, te en connaît, famille. et on se tutoie bien sûr, on se connaît. Et on est en train de se poser la question, on se connaît depuis combien de temps? Eh bien, moi, la première fois que j'ai eu le plaisir de te rencontrer, c'était en tant que tout jeune acteur, donc en 1722, je crois. Ah oui. 1725, enfin avant la Révolution française. Ah oui, moi j'ai commencé en 1650. Avec Louis XIV. Oh, oui, C'est ça, oui, ça. qui était sympathique au micro. Et en fait, tu m'avais demandé pour jouer un tout petit rôle dans un feuilleton radiophonique qui était Malville, De Robert Merle. Oui. J'ai joué un tout petit rôle, et c'était mes premiers pas en radio. C'était juste à ma sortie de l'INSAS, il était, je sais pas, en 1970, 71 peut-être. D'accord. Ouais. Moi j'y étais toujours à l'INSES, alors à ce moment-là comme prof. Comme prof. Alors, tu parles justement des feuilletons, donc une approche de la radio. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en faire beaucoup dans ta longue carrière? J'ai fait pas mal de radio au début de ma longue carrière, comme tu dis si aimablement. J'en ai fait pas mal et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire de la radio. Je trouve ça un moyen de communication formidable qui se perd peut-être un peu maintenant au niveau des feuilletons en tous les cas. Quand j'étais enfant, notre grand plaisir dans la famille était d'écouter les feuilletons qui passaient à la radio et qu'on écoutait de semaine en semaine ou de jour en jour parfois. Et je sais que j'étais ravi, j'étais gosse, tout petit. J'écoutais ça avec grand bonheur. Et donc quand j'ai eu l'occasion de faire de la radio, j'avais une vingtaine d'années. Et ça m'a pris beaucoup de plaisir, beaucoup de travail aussi. J'ai me suis rendu compte du boulot qu'il y avait à faire sur nos micros. Mais très vite, j'ai été appelé par le travail de comédien, proprement dit. Très vite en tant que metteur en scène et je crois encore plus vite en tant que directeur de troupe. Donc mes occupations ont été très lourdes, très rapidement. Et le plaisir de la radio, j'en ai plus fait. J'en ai refait encore quelques années plus tard, mais c'était plus comme commentateur de quelque chose, tu vois. Mais le plaisir du micro reste entier, ça c'est sûr. Alors un jour, on me dit, tu connais Bernard Damien? Oui, je dis, je le connais. Mais il fait du théâtre dans son appartement. Et je suis venu voir, effectivement, je l'ignorais, c'était pas au nord, ça, dans Bruxelles ou quoi? Attends, c'était du côté... C'était au midi plutôt. Non, l'appartement était près du centre européen, près de la communauté européenne, rue Franklin, exactement. Ben, écoute, l'histoire est très simple, elle est magique et en même temps tragique. Enfin, mélo. Je travaillais déjà depuis quelques années en tant qu'animateur, directeur de minuscules théâtre à l'époque. Petite compagnie qui jouait comme ça un petit peu partout, dans des caves éventuellement même. Et puis, pour des raisons incompréhensibles, les maigres subventions que j'avais, ont été supprimées. Donc je me suis retrouvé sans subvention, avec plein d'envie et plein de projets, en me disant je ne vais pas m'arrêter de faire du théâtre parce qu'on m'empêche d'en faire financièrement parlant. Donc, comme je n'avais pas les moyens de louer un théâtre ou de louer une salle ou quoi que ce soit, j'ai décidé de faire du théâtre dans mon appartement, que je louais bien sûr, aux grandes dames de mon propriétaire d'ailleurs. Je me dis, mais je vais rien casser, je vais mettre un petit projecteur là, enfin rien du tout, finalement j'ai tout démoli. Et il y avait une quarantaine de chaises, et on a monté 3, 4, 5, 6 spectacles au moins. On a dû faire 2 saisons complètes là. Et la formule qui était extrêmement sympathique, évidemment, puisque les gens venaient chez moi pour assister à des spectacles que je montais avec des comédiens. Nous étions parfois 2 ou 3 sur le plateau, guère plus. Autrement, les pieds étaient dans la cuisine et la tête était dans le salon. Tu avais un plateau en plus là-bas. Vous avez un plateau pour servir les verres à la fin, ça oui, c'est clair. Et donc on a monté des spectacles, et particulièrement des auteurs belges. Un spectacle sur les surréalistes belges notamment, un spectacle de Michel Jamsin, qui est un peintre belge, qui est un de mes amis, et certainement d'autres encore qui m'échappent. Et puis, lors d'une dernière représentation d'une série d'un spectacle que j'avais intitulé « Les lèvres à nu de Mademoiselle Surréaliste » avec Hélène Gailly comme comédienne, c'était bourré. On était passé de 40 places à 70 places. Dans l'appartement? Dans l'appartement, je te dis pas. Et il y a un monsieur qui vient vers moi, et à travers la foule, enfin j'ose dire la foule, parce que, ouais, et qui me dit bravo, enfin j'étais ravi de l'entendre, et qui me dit est-ce que vous êtes subventionné pour faire ça? Et je lui dis non, je ne suis plus subventionné, nous le faisons, non pas bénévolement, certainement pas parce qu'on est des pros, mais en tout cas je n'ai pas de subvention. Et il me dit ben vous le serez. Je fais oui, bien sûr, à ta santé, au revoir et merci, hein, tu t'en doutes. Et bien le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone de la communauté française de Belgique
C'était Michel Massin, pour ne pas le nommer, qui était un grand directeur à l'époque de la communauté secteur théâtre, et qui m'a dit, voilà, j'ai vraiment adoré le travail que vous aviez fait. Il m'avait suivi déjà auparavant, et il m'a trouvé une petite subvention. Ce qui m'a permis d'apurer pas mal de dettes, on s'en doute. Et puis, chemin faisant, etc., le temps a passé. Je n'ai pas pu rester dans cet appartement que j'avais complètement démoli. Mon propriétaire, trop content de me voir partir. Je suis arrivé rue du Midi, dans un ancien hôtel de théâtre Grand Midi, qui est devenu le théâtre du Grand Midi. Rue du Midi, ça sonnait bien. En plus, comme j'étais déjà un passionné de Nietzsche, ça fonctionnait plutôt bien aussi, avec l'idée du Grand Midi et de l'éternel retour. Donc la compagnie s'est appelée le Théâtre du Grand Midi. Donc je suis passé du minuscule théâtre au Théâtre du Grand Midi, et puis quelques années plus tard, 10 ans plus tard, à l'XL Théâtre, n'est-ce pas? Où nous sommes. Où nous sommes. Donc on a fait une petite gradation comme ça. Mais je vais te poser une question, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de nous quitter la Belgique et d'aller te fixer en France? Bon, non, on aime ton théâtre. Ben, j'en suis ravi. Ce que je voudrais dire, en tous les cas, parce que tu m'en donnes l'occasion, c'est que je ne quitte absolument pas ce pays avec amertume ou avec regret. Je ne le quitte pas non plus, ce pays, cette partie du pays francophone, parce que je suis furieux contre, ou pas content d'eux, ou etc. Tout a toujours été difficile dans ce métier, nous savons, dans tous les pays du monde, et peut-être particulièrement en Belgique. Il est vrai, il ne faut pas croire que tout va bien, ce n'est pas vrai. Mais mon départ n'est absolument pas une réaction par rapport à des coupes profondes dans les subventions, des choses comme ça. J'ai décidé de partir il y a 4 ou 5 ans, me disant, puisque j'ai commencé à travailler pas mal dans le sud de la France, à créer des festivals là-bas, et être finalement très libre, puisque après 10 ans de Festival d'Avignon aussi, je pouvais créer ma propre structure et avoir toute la liberté que je voulais, ce qui est essentiel pour moi. Et donc, comme j'arrivais ici en fin de bail, ici à l'XL Théâtre, dans ce bâtiment qui appartient à la commune d'Ixelles, et que nous signions habituellement des baux commerciaux pour ce genre de location, j'étais reparti pour 9 ans. Alors, additionnant l'âge canonique que j'ai et le futur, je me suis dit, ça va faire un peu trop quand même, encore me battre malgré tout pendant 9 ans, dans un lieu qui est magnifique, qui a beaucoup de charme, je trouve, qui a un passé, il y a une vie. Mais je me suis dit, je ne suis pas certain d'avoir encore, jusqu'au bout, la bonne et véritable énergie pour défendre ce lieu. Donc, j'ai signifié à la commune d'Ixelles que je ne renouvelais pas le bail, et que j'allais, et ça c'est vrai, continuer mes activités, notamment en France. Mais je me retrouve, je vois tous tes spectacles, et je me retrouve encore dans le théâtre, donc pour la dernière fois pratiquement, et c'est tellement intime quand on est chez toi. C'est rare, cette intimité quand même. Elle ne sera jamais reproduite comme telle. Bon, alors, la dernière pièce, on ne peut pas les évoquer toutes, parce qu'on est encore Il y en a trop. matin, mais c'est Zarathustra. Oui. Que tu avais déjà monté et qui a été donné en France avec ta troupe. Alors, on a créé le spectacle qui se joue actuellement à l'XL Théâtre jusqu'au 25 octobre, donc encore une semaine. On l'a effectivement créé en France, dans le cadre de ces festivals que j'ai initiés dans le sud de la France. Là-bas, nous le jouions dans des sites à l'extérieur, bien sûr, il fait superbe, sous le ciel étoilé de Provence qui est sublime, dans des sites merveilleux et gigantesque, où la parole de Nietzsche, qui est une parole forte, puissante, lyrique, surtout dans Zarathustra, prenait tout son sens. L'écho des mots que mes comédiens balançaient au public avait toujours vraiment été répertorié et répercuté par les falaises qui nous entouraient, parce qu'il y a une énorme falaise à Cotignac, précisément où nous jouions. Et c'était très intéressant pour nous de créer le spectacle-là, devant des centaines de gens. Là c'était pas vraiment un théâtre intime, je veux dire, c'était grand ouvert. On avait des centaines de spectateurs. Et c'était une expérience merveilleuse parce que ce texte qui réclame une intimité de réflexion était promu vers des centaines de gens, fort et haut. Donc on rejoint, je crois, un théâtre épique, où les comédiens, ils ne sont que 3 dans la pièce, viennent et, passe-moi l'expression, balancent le texte. C'est comme ça qu'on l'a créé. Quand on s'est retrouvé ici, à l'XL,
qui est un théâtre forcément fermé, un bâtiment fermé, intime. J'ai voulu intimiser encore plus le spectacle en le jouant, en le présentant sur le plateau du théâtre, qui fait quand même 120 mètres carrés, donc c'est un grand plateau, et en accueillant une soixantaine de spectateurs. C'est une volonté d'être vraiment confiné, d'être en proximité. Les comédiens sont très très proches du public. La parole, je crois, les atteint d'autant plus profondément qu'ils sont en conversation immédiate avec les trois comédiens. Donc la nature du spectacle est restée la même, mais sa forme a changé au niveau de l'impact que ça peut produire auprès du spectateur, puisque en France, disons, là où on l'a créé, nous étions dans un site large et ouvert, où la parole filait vers les étoiles. Ici, on ramène cette parole et on la distille au public, qui, j'ose le croire en tous les cas depuis qu'on joue le spectacle, semble attentif à ce qu'on propose, avec ce discours qui est faramineux. Oui, mais elle passe très bien, ta parole, comme tu viens de dire. Très très bien. J'ai vu le spectacle il y a quelques jours. Alors il y a eu plusieurs versions d'ailleurs. Oui. Moi j'ai monté une toute première version de Zarathustra avec Francis Besson, qui me fait l'amitié d'être encore parmi nous lors de cette dernière série. On a monté ça dans le cadre d'Europalia Allemagne. Alors je te donne une petite anecdote parce qu'elle est vraie. Claude Etienne, merveilleux directeur du théâtre du Rideau de Bruxelles à l'époque, avait créé ce qu'il appelait les midis du Rideau. Donc c'était des spectacles qui se jouaient entre midi et demi et 1h30, je crois. Et il fallait que le spectacle dure 1 heure, pas plus. C'était un peu la pause sandwich pour les spectateurs. Et discutant avec Claude Etienne, il me demande si j'ai un projet pour Europalia Allemagne. Des textes allemands, j'en avais plein la tête, mais bon, ça. Et je ne sais quel diable me saisit en lui disant « j'ai envie de monter Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche ». Il me fait « ah bon, oui, tu crois, ça me paraît tellement difficile, tu crois que ça peut intéresser les gens ?» Je dis « je n'en sais rien, Claude. Disons que c'est une parole que j'ai envie de pousser là maintenant. » Nous étions très très jeunes, Francis Besson et moi. Claude Etienne, qui était un merveilleux fou, on le sait, m'a donné carte blanche. M'a dit, mais, eh bien oui, mon garçon, vas-y, fais-le avec Francis, si tu le souhaites. Bon, j'ai pris 2 bouts de costume, des vieux masques que j'ai découpés, j'ai collé de la laine, enfin j'avais des tas de bricoles très artisanales. Et arrive la première de Zarathustra au Rideau de Bruxelles, dans le cadre du Midi, Europalia Allemagne. On se disait, il y aura peut-être 15-20 personnes, ça peut être sympathique, de toute façon on avait envie de le faire. On s'est retrouvés dans la petite salle du Rideau avec 176 personnes, il y avait 176 sièges, plus des vingtaines de personnes sur le côté. C'était sidérant. On se dit, mais c'est extraordinaire que cette parole, qui apparemment est sombre, difficile et torturée, attire d'office autant de personnes. Donc, cette première a lieu. Francis et moi, tout jeunes, comme des gamins, on dit et on joue ce texte, de façon, je répète, extrêmement artisanale, et ça a fait un succès extraordinaire. Les gens hurlaient, pleuraient de joie, enfin bon, on était mais complètement sidérés de voir ce que nous avions apporté au public. Claude Etienne lui-même nous embrassant, disant « ah, mes enfants, bon, c'est une expérience, un souvenir absolument extraordinaire, comme j'en ai peu vécu après. On joue la deuxième le lendemain, pareil, et on a joué 15-20 fois, je ne sais plus, chaque fois devant des salles enthousiastes comme c'était pas possible. Encouragé par ce succès, Claude me dit on va le reprendre, le spectacle. Et je dis avec grand plaisir, mais j'aimerais bien l'étoffer, parce que bon, l'adaptation, je m'étais inspiré de l'adaptation de Jean-Louis Barrault, qui est merveilleuse, mais qui est extrêmement lourde et lyrique, tu vois. Bon, moi j'avais tout réduit à 2 personnages. Et je dis à Claude, j'aimerais bien étoffer la distribution, qu'on soit peut-être 5, 6, 7 personnes. Il me fait d'accord, pas de problème. Pareil, je remonte une deuxième version, plus étoffée. Le public vient, pareil. Enfin bon, c'est un spectacle mythique. Plus tard, nous l'avons repris, Francis Besson et rien que moi, dans la grande salle de Rideau de Bruxelles, à Salem, qui à l'époque faisait 647 places. Et nous les avons remplies. C'était fabuleux. On n'en revenait pas de succès. On était extrêmement modeste
dans notre travail, et en même temps pétri d'un orgueil absolu de remplir la Salem à nous deux, tu comprends? C'était une aventure extraordinaire. Beaucoup de gens m'ont dit que j'avais rien compris à Nietzsche. Je crois qu'ils avaient raison à l'époque, certainement. Donc j'ai laissé courir des années. Pardon, je t'interromps, mais tu jouais le rôle. Oui, donc voilà, Francis, ça, oui. Francis jouait le rôle, on va dire, de Zarathustra, et moi je jouais tous les rôles satellites. Il y avait une vingtaine de rôles qui interviennent. Ah, mais c'était Francis Besson qui le jouait. Francis, c'était d'accord, voilà. le Zarathustra, effectivement. Moi je jouais tout le reste avec des masques. C'était un spectacle où j'étais masqué, pour changer de personnage rapidement. Mais au vu aussi du public, je déposais un masque pour en prendre un autre et je devenais un autre personnage. Et puis des années plus tard, je me suis dit, bon, je sais que je vais quitter ce théâtre, je parle de l'IXL. Je crois que la dernière parole que j'ai envie de dire sur ce plateau, et les derniers mots du théâtre, du spectacle, c'est « Ô soleil grand astre, grand midi, que serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires ?» Et je le pense profondément. S'il n'y a personne pour entendre une pomme qui tombe dans le désert, il n'y a pas de bruit. S'il n'y a personne sous le soleil pour adorer le soleil, il n'y a pas d'humanité. Je veux et je crois que le spectacle est un spectacle extrêmement humaniste, qui apporte, j'ose le croire, une grande couleur positive au public. Très subjectivement, j'ai choisi ce qu'il y avait, à mon sens, de plus optimiste et de plus constructif dans la parole de Nietzsche, et dans celle particulièrement de Zarathustra, parce que c'était indispensable pour moi, dans une époque qui est quand même très sinistre, il faut bien le reconnaître, où les gens ont beaucoup de mal, où rien ne semble aller, où l'économie s'écroule, et il y a plein de négatifs dans notre époque. Je suis loin d'être un Candide vraiment béat et tout va bien, je suis quand même très lucide, mais j'avais absolument besoin et envie de proposer une parole positive, que mon dernier discours ici en Belgique, en tous les cas, soit un discours positif. Alors, avant que l'acteur, le comédien qui joue maintenant le rôle n'arrive, j'aimerais que tu m'en parles. C'est un jeune acteur que je viens de voir plusieurs fois chez toi, qui est absolument extraordinaire. Oui, ben je le pense aussi. Alors, ben écoute, c'est un ancien étudiant à moi, parce que j'ai enseigné pendant des années au Conservatoire de Mons, notamment. Dès que j'ai rencontré Raphaël Giuliani, j'ai été absolument captivé et séduit par sa personnalité, très complexe. Et nous avons rapidement travaillé ensemble sur de grands textes. Et mais très très vite, je me suis dit, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ce garçon doit jouer L'étranger de Camus. Et dans le cadre de ces études, nous avons fait un spectacle de 50 minutes peut-être sur L'étranger, qui a eu énormément de succès. Et 2 ans plus tard, quand il est devenu professionnel, je l'ai engagé et nous avons monté L'étranger de Camus, ici même, devant un public constant et rempli. La salle était remplie. Nous l'avons joué en France. Bon. Et c'est vrai que Raphaël fait partie des comédiens, ils sont rares, qui ont un charisme absolu. Il ne suffit pas d'être beau dans la vie, ni sur un plateau, il faut être beau à l'intérieur. Je crois qu'il a ces qualités extérieures et intérieures qui font que quand il est sur un plateau, il délivre une parole, qu'elle soit comique, comme à Feydeau qu'on a monté, ou qu'elle soit lyrique, poétique, comme Zarathustra, ou dramatique comme L'étranger par exemple, ou surréaliste comme un certain Plume de Michaud. Enfin, tous ces spectacles que nous avons fait ensemble jusqu'à présent, il a cette faculté fabuleuse d'entrer dans 1, 2, 3, 4, 5 personnages et de le ressortir avec une générosité, une sincérité absolue qui touche le public, c'est une évidence. Je le vois, partout où on va, les gens sont absolument à son écoute et je crois que le public a raison et le public ne se trompe pas. Quand on a affaire à des comédiens, et heureusement il y en a, qui sont avant tout des gros paquets de générosité et qui donnent tout ce qu'ils ont à donner au public, à travers des auteurs choisis, des auteurs forts bien sûr, c'est gagnant. Le public gagne, je l'espère, à voir le spectacle, nous gagnons à le lui jouer, et j'ose le croire, les comédiens ont ce bonheur absolu et merveilleux de se sentir utiles au théâtre. J'ai vu trop de théâtre inutile, me semble-t-il, dans ma vie. Et je ne dis pas que j'en ai jamais fait moi-même, mais là maintenant, je pense que notre parole doit aller vers une parfaite utilité. Et c'est un cadeau. Ce spectacle
est mon dernier cadeau à Moselle, mais je le donne avec, j'ose le croire, j'espère, l'expérience de mes 45 ans de travail, bien entendu, de metteur en scène, de comédien, d'auteur, enfin tout ce que tu veux, de directeur de troupe. C'est ce que j'ai envie de laisser comme image, comme résonance. Le public en fera ce qu'il veut. Quand tu reçois un cadeau, tu l'ouvres ou tu l'ouvres pas, hein, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu le revends sur eBay éventuellement, ça ils peuvent le faire s'ils le veulent. Mais moi, en tous les cas, et avec mes comédiens, mes merveilleux comédiens, je me suis dit, Anne-Marie Capelier, Francis Besson et Raphaël Giuliani, on va s'y mettre tous les quatre et on va faire un travail qui, j'espère, va être reçu par les spectateurs. Mille bravo, Bernard. Merci. Merci. Bonne route. Alors oui. maintenant, on va peut-être écouter un extrait et recevoir ce comédien dont on a parlé, Raphaël.